c'est un territoire peut-il être intelligent? On a tous parlé de ça. Moi, je suis désolé, non. Un territoire, c'est pas un acteur. Donc, il ne peut pas être intelligent. Ce qui peut être intelligent, ce sont les acteurs du territoire, et encore peuvent-ils l'être de deux façons différentes. Ils peuvent l'être de façon individuelle, ce qui à la limite ne nous arrange pas beaucoup, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est l'intelligence collective. Et celle-là, elle se construit, celle-là, elle se bloque, elle peut fonctionner, ne pas fonctionner, et vous allez voir que c'est assez compliqué. Donc, bien sûr, non, un territoire, c'est pas un acteur, et c'est très important que de le noter, parce qu'on a toujours cette facilité de dire, voilà, on a un levier sur lequel on va agir, et ça va finalement se passer tout seul. Et non, ça ne se passe pas tout seul. Donc moi, je vais plutôt vous parler de dynamique territoriale. C'est un processus qui aboutit à la formation d'un territoire, sachant que c'est quelque chose d'horriblement compliqué. On a parlé des territoires locaux, du territoire du Chablais, du territoire rhône-alpin, du territoire savoyard, haut-savoyard. Lequel est le bon? Est-ce qu'ils sont tous bons? C'est vraiment compliqué. Donc, si on veut comprendre une dynamique territoriale, à minima, il faut se poser la question des composantes du processus et de la façon dont ça va interagir. Donc, juste un tout petit feedback. On parle aujourd'hui de cluster ou de pôle de compétitivité. Le concept est archi connu. Là encore, j'ai été très intéressé par votre exemple sur Sheffield. Sheffield, bonne pratique, oui. Alfred Marshall parlait déjà de Sheffield il y a plus de 200 ans. C'était même la mère de tous les districts industriels. Donc ça ne vient pas de n'importe où. Regardez, les concepts utilisés, c'est tout ça. Donc on parle des clusters, mais avant on a parlé de l'industrialisation diffuse, il y a maintenant 30 ans, des systèmes productifs localisés, les SPL, des learning regions, on parle maintenant enfin, des réseaux de compétences allemands, on a parlé des technopoles, des districts technologiques, et ce qui arrive maintenant à la fin, c'est les grappes d'entreprises dénomination bâtard, les clusters que j'ai mis en très gros, et puis voilà, mais ce n'est qu'un avatar. Il n'y a là-dedans rien de nouveau. D'ailleurs, si je transposais ou si je superposais la carte des SPL français d'il y a 20 ans à la carte des pôles de compétitivité d'aujourd'hui, eh bien, ça se ressemble étrangement. On retrouverait les mêmes, peut-être appeler différemment. Donc, bon, on n'a rien inventé de franchement nouveau, même s'il y a des choses très intéressantes. C'est un peu la labellisation qui change. Bien sûr, ce qui sort de toutes ces études, c'est qu'on n'a pas une recette de développement. Et c'est un peu bizarre, c'est un peu paradoxal, parce que les clusters, ou France Technopole, lorsqu'on parlait de Technopole, vous donnez des bonnes pratiques. Et d'une certaine façon, vous nous avez donné des bonnes pratiques aussi, parce qu'il y a bien sûr des éléments dans la recette. Donc on a les territoires, c'est le substrat, les racines, c'est les savoirs, et ensuite on retrouve les acteurs, les synergies et tout ça. Vous voyez qu'on trouve là-dedans plusieurs aspects. Plusieurs aspects. Donc, une espèce de conclusion de tout ça, on va chercher, donc dans le cadre des stratégies RIS3, il y a des gens à qui ça doit parler ici, donc tout ce qui est spécialisation intelligente et les clusters, en France ça s'appelle plutôt les pôles de compétitivité, on va voir émerger, ça aussi c'est un effet de mode, un petit peu, les débats autour des écosystèmes qui vont proposer une approche un peu symbiotique, d'innovation, de mise en réseau d'acteurs, d'ouverture, et on voit apparaître depuis quelque temps des concepts d'économie circulaire, dont on nous parlait un peu aussi dans l'exposé sur Danone, et puis tout petit à petit le rôle des conflits dans l'évolution des clusters. Et ça c'est nouveau, et ça devient intéressant. Ce qui ne veut pas dire que le reste ne l'est pas, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui manque à toutes ces approches? Qu'est-ce qui manque pour comprendre le fait que la mayonnaise prenne ou pas? Il manque l'idée de l'appétence.
qu'est-ce qui fait que des gens qui se connaissent, on a eu ça aussi dans l'exposé juste avant, que des gens qui se connaissent, des entrepreneurs qui se connaissent, se mettent autour d'une table à s'engager dans des projets de développement ou d'innovation communs. La théorie des clusters ne nous dit rien là-dessus. Elle dit que c'est bien de coopérer, mais elle ne dit pas pourquoi, comment, et qu'est-ce qui peut faire capoter ça éventuellement. Donc ensuite, autre élément, c'est que si on prend le temps long, l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a des SPL qui sont devenus des technopoles, puis des clusters qui survivent. D'ailleurs, dans votre typologie de clusters d'excellence au niveau mondial, j'ai une carte sur les technopoles d'il y a 20 ans. Ce sont déjà les mêmes, appelés différemment. D'accord? Donc, plusieurs avenirs possibles pour les clusters. Il y en a qui ne fonctionnent pas. Il y en a qui évoluent. Donc, arriver à expliquer les blocages dans ce processus. Pourquoi ça bloque? Pourquoi ça fonctionne? Alors, maintenant, donc, je reboucle. Qu'est-ce qui, dans tout ça, va me déterminer le potentiel d'un cluster ou d'un territoire? Comment je peux le décrire en prenant appui sur tout ce que je viens de dire? C'est tout simple. À la base, j'ai des humains. J'ai des humains, donc, regroupés au sein d'entreprises, d'organisations publiques, privées, des acteurs politiques, des organismes politiques ou administratifs. Depuis tout à l'heure, j'ai appris que les organisations non gouvernementales sont des acteurs importants aussi. Voilà, ce qui les caractérise, c'est une capacité à innover et à coopérer ou pas. Ils vont mobiliser des ressources sur un territoire ou en dehors, donc différents types de ressources. Je ne rentre pas là-dedans, c'est compliqué. Et surtout, pour que ça fonctionne, pour que la mayonnaise prenne, ils vont produire des règles. Et ces règles, elles vont permettre la résolution de conflits ou au contraire de créer des blocages. Donc cette idée de la co-construction de règles, elle est bien sûr très très importante. Donc on a un espèce de triptyque, au fond c'est valable pour toutes les relations humaines, y compris pour le mariage. Bon, j'allais rajouter d'autres choses, mais c'était hors de propos. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut déterminer l'évolution d'un territoire? On peut ramener ça à la façon de résoudre ou pas résoudre les conflits. Résoudre ou pas résoudre les conflits, on va se donner un système de règles. Regardez si ça veut bien s'afficher. C'est ça. On a deux types de règles. Au niveau des territoires, on se produit des micro-règles. En innovant ensemble, on s'ajuste les uns aux autres, on se donne des modes d'emploi, on se donne des choses comme ça qui vont être des règles du jeu local. On va partager le risque, on va partager les fruits des investissements. D'ailleurs, dans la deuxième vague de l'évaluation des clusters de 2012, c'était bien ressorti cet aspect-là. En face, vous avez les macro-règles. C'est toutes les règles qui peuvent exister au niveau national ou au niveau européen, puisque tout est de la faute de l'Europe. Donc ici, on va voir le développement comme un espèce d'aller-retour entre micro-règles, macro-règles. Et soit elles sont adaptées les unes aux autres et ça fonctionne, soit elles ne sont pas adaptées et ça bloque. Si vous investissez avec des fonds européens ou des fonds nationaux, il faut connaître ces règles-là.